Antoine Dubois se tenait à la fenêtre de son bureau au dernier étage, contemplant les lumières de Paris. Il était furieux, et lorsque Antoine Dubois était furieux, les gens étaient généralement licenciés. Ses chaussures en cuir italienne, marque italienne connue, craquaient sur le sol en marbre, tandis qu'il faisait les 100 pas consultant son téléphone pour la 100e fois. « Comment peut-on perdre une mallette contenant 100 000 euros » cria-t-il à son assistante. Sophie Lefebvre, qui se tenait nerveusement près de la porte. « Elle était sur la banquette arrière de ma voiture. Nous vérifions toutes les caméras de surveillance, monsieur Dubois, répondit Sophie, les mains tremblantes tandis qu'elle tenait sa tablette. Le chauffeur a refait l'itinéraire 3 fois. Antoine passa ses mains dans ses cheveux gris parfaitement coiffés. À 55 ans, il était considéré comme l'un des célibataires les plus convoités de Paris. Mais en ce moment, son beau visage était déformé par la rage. La mallette n'était pas qu'une question d'argent, c'était une question de principe. Il avait bâti Dubois Industries, ou une autre grande entreprise fictive mais plausible en France, de rien, la transformant en une entreprise milliardaire en étant prudent, en contrôlant chaque détail. « Appelez la police nationale », ordonna-t-il, puis changea immédiatement d'avis. « Non, n'appelez pas la police nationale. Je ne veux pas que cela se sache dans la presse. Simplement faites sortir tout le monde. » Sophie quitta précipitamment le bureau, laissant Antoine seul avec sa colère. Il alla au bar et se versa un verre, se remémorant les événements de la journée. Il transportait cette mallette parce que certains accords devaient encore être conclus à l'ancienne, en argent liquide. Maintenant, ces accords étaient compromis, et Antoine Dubois n'aimait pas que les choses ne se déroulent pas comme il le souhaitait. La nuit devint plus froide, et les nuages menaçaient la pluie. Antoine s'assit dans son fauteuil en cuir, buvant et maudissant. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de partenaires commerciaux, mais il les ignora tous. Le bruit de la ville 40 étages plus bas était étouffé par les épaisses fenêtres, le faisant se sentir encore plus isolé dans sa prison dorée. Puis vint un coup. Il était si léger qu'il faillit ne pas l'entendre. Antoine regarda sa montre. Il était presque minuit. Le poste de sécurité n'avait pas appelé pour annoncer de visiteurs. Il se dirigea vers l'entrée de son ascenseur privé, prêt à déchaîner sa fureur sur quiconque osait le déranger à cette heure-ci. Lorsqu'il ouvrit la porte, il dut baisser les yeux pour voir qui était là. Très en bas, un petit garçon se tenait dans le couloir, grelottant dans des vêtements trop grands et trop fins pour le froid. Son visage était sale, ses cheveux sales, mais ses yeux étaient clairs et déterminés. Et dans ses petites mains se trouvait la mallette d'Antoine. La bouche d'Antoine s'ouvrit. Il regarda la mallette, puis le garçon, puis de nouveau la mallette. Sans un mot, il arracha la mallette des mains de l'enfant et l'ouvrit sur le pas de la porte. Tout y était, chaque liasse d'argent liquide, parfaitement disposée comme il les avait laissées. « Vous… » La voix d'Antoine était rauque d'incrédulité. « Vous n'avez rien pris ?» Le garçon secoua la tête. Sa voix était douce mais ferme. « Ce n'est pas à moi, monsieur. » Antoine sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis très longtemps. Il regarda cet enfant, le regarda vraiment. Le garçon ne devait pas avoir plus de 8 ans, et chaque détail le concernant criait la pauvreté. Les trous dans ses chaussures, la façon dont son ventre était collé à son épine dorsale, la saleté sous ses ongles. « Savez-vous combien d'argent il y a ici ?» demanda Antoine, sa voix plus douce maintenant. La dame du centre d'hébergement, d'urgence, CHU, m'a appris à compter les zéros, répondit le garçon. Je l'ai vu quand je l'ai ouvert pour chercher à qui il appartenait. C'est 100 000 euros. Les sourcils d'Antoine sursautèrent. Et vous l'avez quand même rapporté, pourquoi? La réponse du garçon changea tout. Parce que ma mère a toujours dit que si vous faites ce qui est juste, de bonnes choses vous reviendront. Il fit une pause puis ajouta « Elle est morte l'année dernière, mais j'essaie toujours de faire ce qu'elle m'a appris. » Antoine sentit ses jambes faiblir. Il retourna dans son bureau, laissant la porte ouverte. Le garçon resta dans le couloir, incertain. « Entrez, » dit Antoine, surpris par la douceur de sa propre voix. « Comment vous? Appelez-vous ?»« Théo, monsieur, Théo Martin. »« Où habitez-vous, Théo ?» Les yeux du garçon se baissèrent. Parfois au CHU du 11e arrondissement, Paris, parfois ailleurs. Antoine s'assit lourdement sur sa chaise, la mallette oubliée sur son bureau.
Vous êtes sans abri? Théo hocha la tête. Moi et ma sœur Léa. Elle a 6 ans. Elle m'attend au CHU en ce moment. Je lui ai dit que je devais rendre quelque chose d'important. Antoine regarda la mallette, puis le garçon. L'argent à l'intérieur aurait pu nourrir cet enfant et sa sœur pendant des années. Il aurait pu leur acheter des vêtements chauds, un endroit sûr où vivre, tout ce dont ils avaient besoin. Pourtant, il était là, le leur rendant tout. « N'avez-vous pas faim ?» demanda Antoine. « Toujours, » admit Théo. « Mais voler, c'est mal. Maman serait déçue. » Antoine sentit des larmes se former dans ses yeux, quelque chose qui ne s'était pas produit depuis les funérailles de sa propre mère il y a 20 ans. Il se souvenait de ces paroles, si semblables à ce que la mère de ce garçon lui avait appris. Quelque part en chemin, dans sa poursuite de la richesse et du pouvoir, Antoine avait oublié ses leçons. Il regarda son empire, les meubles coûteux, l'art prestigieux accroché au mur, la vue qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagneraient dans une vie. Puis il regarda ce garçon qui n'avait rien sauf son intégrité et sa sœur. Antoine Dubois avait toujours pensé savoir ce qu'était la richesse. Il l'avait mesurée en euros, en propriété, en pouvoir. Mais devant lui se tenait quelqu'un qui avait quelque chose de beaucoup plus précieux, un cœur pur et des principes inébranlables. La pluie commença enfin à tomber dehors, tapant contre les fenêtres. À ce moment-là, Antoine prit une décision qui changerait non seulement sa vie, mais aussi la vie de 2 enfants sans abri pour toujours. Il ne le savait pas encore. Antoine se leva de sa chaise et alla au bar. Au lieu de se verser un autre verre, il ouvrit le petit réfrigérateur et sortit une bouteille d'eau et des restes de son déjeuner. « Tiens, » dit-il en les tendant à Théo, « mange quelque chose pendant qu'on parle. » Les yeux du garçon s'illuminèrent à la vue de la nourriture, mais il hésita. « Puis-je en garder la moitié pour Léa ?» Antoine sentit à nouveau cette étrange tension dans sa poitrine. « Mange tout, on va chercher Léa tout de suite. » Théo faillit s'étouffer avec sa nourriture. « Vraiment, oui, aucun enfant ne devrait être seul dans un CHU la nuit. » Antoine prit son téléphone et appela son chauffeur. « Jean-Claude, faites venir la voiture, on va au 11e arrondissement. » Pendant qu'ils attendaient à l'ascenseur, Antoine regarda vraiment le garçon pour la première fois. Les vêtements de Théo n'étaient pas seulement sales, ils étaient usés par endroits, le genre d'usure qui vient du fait de ne porter qu'une seule tenue jour après jour. Ses chaussures étaient maintenues ensemble, avec du ruban adhésif, et sa veste était si fine qu'elle était pratiquement inutile contre le froid. Dans l'ascenseur, Théo resta près du mur, les yeux grands ouverts, tandis qu'il regardait les numéros des étages changer. « Je n'ai jamais été dans un ascenseur aussi beau auparavant, » dit-il doucement. Ce commentaire fit réfléchir Antoine à toutes les choses qu'il tenait pour acquises. Cet ascenseur, avec ses sols en marbre et ses finitions dorées, n'était qu'une autre partie de sa vie quotidienne. Pour cet enfant, c'était quelque chose d'incroyable. Jean-Claude attendait avec la voiture lorsqu'ils atteignirent le hall. C'était la même voiture où Antoine avait perdu sa mallette plus tôt dans la journée. Maintenant, cela semblait un problème si petit. « Le CHU du 11e arrondissement », dit Antoine à Jean-Claude, aidant Théo à monter à l'arrière. Le garçon semblait minuscule sur les sièges en cuir. Les rues de Paris étaient de plus calmes maintenant, mais jamais vraiment silencieuses. Pendant qu'il conduisait, Antoine avait plus de questions. « Depuis combien de temps êtes-vous seul ?»« Avec Léa ?» Théo compta sur ses doigts. « Maman est morte il y a 14 mois. Nous sommes restés chez notre voisine, Madame Dupont, pendant un moment, mais ensuite elle est aussi tombée malade et a dû aller vivre chez sa fille en Floride. C'était il y a 4 mois. Et votre père? Je ne l'ai jamais rencontré. Maman a dit qu'il était parti avant ma naissance. » Le CHU était un bâtiment délabré avec de la peinture écaillée et une enseigne vacillante. Antoine était passé des centaines de fois devant sans jamais vraiment le voir. Maintenant, alors qu'il franchissait les portes avec Théo, la réalité de ce que tant de gens vivaient le frappa durement. La femme à la réception leva les yeux avec des yeux fatigués. « Théo ?» Nous commencions à nous inquiéter. Puis elle vit Antoine dans son costume coûteux et son expression changea en suspicion. « Puis-je vous aider, monsieur ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, une petite voix s'écria « Théo !» Une petite fille aux cheveux bruns emmêlés accourut d'une pièce à l'arrière. Elle était encore plus petite que son frère, portant une robe rose qui avait connu des jours meilleurs. « Léa !» dit Théo, la serrant fort dans ses bras. « C'est Monsieur Dubois. Il va nous aider. »
L'employé du CHU se leva. « Monsieur Dubois? Antoine Dubois ?» Antoine hocha la tête. « Oui, et j'ai besoin de savoir ce qu'il faudrait pour donner à ces enfants un endroit convenable où séjourner ce soir. » La femme, dont le badge indiquait Suzanne, avait l'air préoccupée. « Monsieur, il y a des procédures. Les enfants sont suivis par l'aide sociale à l'enfance, ASE. Nous ne pouvons pas simplement... » « Je comprends, » interrompit Antoine. « Mais il y a sûrement quelque chose que nous pouvons faire. Passer des coups de fil. Je paierai ce qui est nécessaire. » Suzanne l'étudia longuement, puis regarda les enfants. Léa s'était endormie contre l'épaule de son frère, tandis que Théo essayait de rester éveillé. « Laissez-moi appeler mon supérieur, » dit-elle finalement. Pendant que Suzanne passait ses appels, Antoine s'assit avec les enfants sur un canapé usé. Léa s'était déplacée sur ses genoux, son petit corps complètement épuisé. Théo luttait contre le sommeil à côté de lui. « Pourquoi nous aidez-vous » demanda Théo, sa voix lourde de fatigue. Antoine regarda la petite fille endormie dans ses bras, puis le garçon qui lui avait montré ce qu'était la vraie richesse. « Parce que parfois, dit-il doucement, nous avons besoin que quelqu'un nous rappelle qui nous sommes censés être. » Les quelques heures qui suivirent furent un flou d'appels téléphoniques et de paperasses. L'avocat d'Antoine fut sorti de son lit, les assistantes sociales furent contactées, et des promesses de dons importants au système d'hébergement furent faites. Au moment où le soleil commença à se lever sur Paris, Antoine avait la garde d'urgence temporaire des 2 enfants. Alors qu'il les regardait dormir dans l'une de ses chambres d'amis, leur visage enfin paisible, Antoine pensa à tous les accords qu'il avait conclus dans sa vie. Les fusions, les acquisitions, les jeux de pouvoir qu'il avait rendus riches. Aucun d'eux ne semblait aussi important que ce qu'il venait de faire. Son téléphone vibra. C'était Sophie, probablement avec des nouvelles concernant d'autres affaires professionnelles. Mais pour la première fois de sa vie d'adulte, Antoine Dubois ne se souciait pas des affaires. Il éteignit son téléphone et s'assit sur une chaise entre les 2 lits, veillant sur les enfants pendant leur sommeil. Dehors, la ville se réveillait pour une autre journée. Mais à l'intérieur de ce penthouse, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Un homme qui pensait avoir tout avait tout juste découvert à quel point sa vie avait été vide. Et 2 enfants, qui n'avaient rien d'autre que l'un l'autre, venaient de retrouver quelque chose qu'ils avaient perdu, l'espoir. Le soleil du matin emplit le penthouse d'Antoine d'une lumière dorée. L'odeur du bacon et des crêpes flottait dans l'air. Sophie avait appelé le chef personnel d'Antoine, se demandant pourquoi son patron ne répondait pas à son téléphone. Les enfants dormaient encore, épuisés par leur longue nuit. Antoine était assis à sa table de salle à manger, regardant les documents étalés devant lui. Son avocat, Jean-Pierre Bernard, était assis en face de lui, l'air fatigué et légèrement agacé d'avoir été appelé si tôt. « Antoine, vous devez bien réfléchir, » dit Jean-Pierre, se passant les mains dans ses cheveux en désordre. « La garde d'urgence est une chose, mais l'adoption définitive, ces enfants pourraient avoir des parents quelque part. Il pourrait y avoir des complications. Trouvez les parents, » dit Antoine fermement. « S'ils existent, je veux savoir pourquoi ils ont laissé ces enfants seuls. Et s'ils n'existent pas, je veux commencer la procédure d'adoption immédiatement. » Jean-Pierre soupira. « La presse va se régaler avec ça. Le milliardaire adopte des enfants sans abri. Ça va être partout. » « Je me fiche de la presse. Vous vous êtes toujours préoccupé de la presse. » Antoine se leva et alla à la fenêtre. « Peut-être que je suis en train de changer. » Le bruit de petits pas les fit tous les 2 se retourner. Léa se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux emmêlés dressés dans tous les sens. Elle portait l'un des t-shirts d'Antoine, comme chemise de nuit. Il lui arrivait aux pieds. « Je sens des crêpes. »« Ah » dit-elle timidement. Le visage d'Antoine s'adoucit immédiatement. « As-tu faim » Léa hocha la tête, puis regarda autour d'elle nerveusement. « Où est Théo ? Il dort encore. Veux-tu m'aider à le réveiller pour le petit déjeuner ?» Le visage de Léa s'illumina. Elle courut vers Antoine et prit sa main, le tirant vers la chambre d'amis. Jean-Pierre observa avec étonnement. En 20 ans, il n'avait jamais vu Antoine Dubois laisser qui que ce soit le mener quelque part. Théo était enroulé en boule sous les épaisses couvertures. Il ouvrit les yeux dès qu'ils entrèrent, des années de vie dans la rue lui ayant appris à être un dormeur léger. « Bonjour » dit Antoine doucement. « Le petit déjeuner est prêt. » Les yeux des enfants s'écarquillèrent lorsqu'ils virent la table de la salle à manger. Le chef s'était surpassé. Il y avait des crêpes avec différentes garnitures, des œufs, du bacon, des fruits frais et des verres de jus d'orange.
Léa monta sur une chaise, ses pieds dépassant largement du sol. « On peut vraiment tout manger ?» demanda Théo, restant encore incertain près de la table. « Bien sûr, mange autant que tu veux. » Pendant que les enfants mangeaient, Antoine et Jean-Pierre poursuivirent leur discussion à voix basse. « Les vérifications des antécédents du personnel du CHU sont revenues propres, » dit Jean-Pierre, montrant à Antoine quelques documents. « Suzanne,